Salut à tous, nouvelle vidéo sur un sujet dont vous savez que je l'aime beaucoup et dont je vais essayer de vous partager l'enthousiasme, à savoir le management, l'histoire d'Apple, cette boîte qui reste tout à fait unique dans le monde pour l'instant et qui a acquis une position tellement faramineuse qu'elle mérite vraiment d'être étudiée au regard des impacts qu'elle peut avoir maintenant sur les affaires de la planète. Et le sujet que j'ai choisi pour cette vidéo sur Apple, c'est celui de ces nouveaux marchés. Ça a été assez peu étudié dans la presse, et donc je voulais avoir un peu la primeur de vous faire un point sur les 5 grands nouveaux marchés d'Apple qu'elle peut essayer de viser, qu'elle va essayer d'attaquer dans les décennies à venir. Alors, il faut comprendre déjà qu'Apple, c'est une société vraiment surpuissante. Quand vous avez plus de 250, maintenant probablement 280 milliards de dollars en liquide, et on dit en économie que cash is king, donc quand vous avez du cash plutôt que de la brique, donc du foncier, etc., ou de l'inventaire, vous êtes dans une position absolument faramineuse, d'une part. D'autre part, Apple n'est pas en position difficile en Chine, contrairement à Google, qui a carrément été viré de la Chine parce que les Chinois ne voulaient pas que leurs data appartiennent à une société américaine. Apple avait parfaitement compris ça et a des systèmes de protection des data beaucoup plus avancés, avec notamment ce qu'on appelle le cryptage homomorphe, qui fait qu'au lieu de stocker les données d'une personne, vous stockez la forme mathématique de ces données. C'est comme ça, par exemple, que Apple stocke les informations de reconnaissance faciale. Elle stocke la forme mathématique, un objet qui est homomorphe à la répartition des informations de nos os de la mâchoire, par exemple. C'est là-dessus qu'est basée la reconnaissance faciale. Et cet objet qui est homomorphe, c'est celui-là qu'elle s'échange, et c'est pas vos données, la vraie répartition des angles et des points de saillance des os de votre visage. Ces techniques de cryptage homomorphe dans lesquelles Apple excelle ont garanti cette bonne foi vis-à-vis de la Chine, et ont fait que concrètement la Chine ne les a pas interdits, alors qu'elle pourrait, surtout vis-à-vis des dernières positions sur Huawei. La Chine étudie toujours la possibilité d'interdire Apple sur son territoire à plus ou moins long terme. C'est quelque chose qui, alors si ça arrive, le cours d'Apple prendra une faramineuse claque, mais en réalité Apple, qui est déjà aussi puissant qu'un État souverain, a une vraie diplomatie vis-à-vis de la République populaire de Chine, a une diplomatie avec l'équivalent d'un ambassadeur qui négocie directement avec des très hauts représentants du Politburo. Et puis un des points bien sûr de négociation d'Apple, c'est que leurs iPhones sont fabriqués en Chine. Alors même si les marges ne restent pas en Chine, ne sont même pas faites en Chine, elles sont faites bien sûr en Californie. C'est pour ça qu'à l'arrière d'un iPhone, il y a toujours marqué Design by Apple in California, Assembled in China. L'assemblage, c'est pas là que la marge se fait, c'est sur les brevets, c'est sur le marketing, etc. Et tout ça, c'est gardé, bien entendu, dans des paradis fiscaux et en Californie pour la propriété intellectuelle en partie, dans le Delaware pour le reste, etc. Alors, la diplomatie qu'Apple mène avec la Chine lui permet de dire tout de même on fait tourner tant d'usines, etc. Et c'est aussi pour ça que Apple ne pouvait pas totalement continuer à produire aux États-Unis. Alors Tim Cook avait trouvé un compromis en faisant des productions à forte valeur ajoutée mais petit volume, comme le Mac Pro qui est fabriqué aux États-Unis. Ça, c'était un compromis vis-à-vis de Donald Trump, sans agresser son partenaire chinois, parce que la Chine, il faut savoir, pour Apple, c'est tellement un gros marché qu'en réalité la plupart des boîtes ont une division plutôt Asie. Apple a une division Chine, point, parce que c'est leur plus gros marché maintenant. Alors, quand on est une société qui a plus de 280 milliards en cash, quand on est une société qui pèse 1500 milliards en bourse, c'est très dur de satisfaire la demande de ses actionnaires. C'est même limite impossible. On peut se dire, voilà, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, il y aura bien un moment où il va falloir que ça s'arrête. Et les actionnaires d'Apple, qui sont essentiellement donc des gens qui veulent pas prendre trop de risques, même si les mecs font du 20% par an, en réalité, les actionnaires d'Apple, c'est plutôt le profit de gens qui veulent acheter du Disney, du AT&T, etc., ce qu'on appelle des blue chips en finance. Blue chip du nom des jetons au casino bleus qui sont les plus chers. Et donc les blue chips, ce sont les sociétés qui sont les mieux cotées, qui sont les plus sérieuses et en général les moins volatiles, même si c'est pas toujours vrai.
Quand vous êtes Apple, donc vous devez convaincre vos actionnaires que vous êtes capable d'adresser des marchés qui sont à votre taille. Et quand vous avez la taille d'Apple, des marchés à votre taille, il n'y en a pas 150. Avant, Apple pouvait se lancer dans plein de petits trucs, etc., des petites aventures, mais en réalité, maintenant, Apple pense aussi à la chinoise, c'est-à-dire pas à 10 000 ans, bien sûr, comme la mentalité chinoise. Je l'avais dit dans une autre vidéo, en Chine, on ne dit pas « vive la Chine », on dit « Zhongguo Wanshui », qui a la même étymologie que « banzai » en japonais, qui veut dire 10 000 ans. Donc la Chine pour 10 000 ans, oui, les autorités chinoises, depuis toujours, pensent à très très grande échelle temporelle pour leurs arrière-petits-enfants. C'est comme ça qu'ils voient les choses, avec une grande patience et une planification sur le très très long terme. Cependant, ce qui semble d'ailleurs contradictoire avec la situation écologique en Chine, mais c'est parce qu'en réalité la plupart des gens ne sont pas informés de façon tout à fait exacte sur les grandes orientations écologiques de la Chine, qui est probablement le pays qui a une macroéconomie la plus orientée écologie sur le long terme au monde aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais fin de la parenthèse. Alors, pour Apple par exemple, l'idée d'investir dans des petits marchés qui deviendront grands, en pénétrant lentement ce marché, est une stratégie qui est devenue non seulement la plus logique, mais celle dans laquelle ils sont devenus parmi les meilleurs. Par exemple, Apple veut investir dans le serious gaming. Ils ont lancé Apple Arcade. Apple Arcade, pour aujourd'hui, c'est un tout petit marché, ça leur a coûté 500 millions, mais c'est un marché qui va grandir, ils savent que ce casual gaming vaut énormément, et que plus tard, ça peut être non pas le marché du jeu vidéo, mais de l'éducation, et c'est là que je voulais en venir. Un des grands marchés sur lesquels Apple veut investir, sur lesquels Apple veut se positionner, c'est le marché de l'éducation. Il ne sera pas inenvisageable qu'Apple déploie l'équivalent d'université un jour, de vraies universités, de structures qui vont dépasser le diplôme. Apple cherchera à disrupter ce modèle, mais qu'Apple soit en charge de modules d'enseignement, d'équivalent de diplôme, mais si vous voulez de crédit universitaire, ou l'équivalent de crédit universitaire à l'international, peut-être même sur blockchain. Apple s'intéresse de façon très étroite au marché de l'éducation, et il l'attaque pour l'instant par le marché du jeu, comme donc Apple Arcade. Pour l'instant, un tout petit investissement à l'échelle d'Apple, 500 millions, énorme à vie en France, alors on en aurait fait tout un cake, hein. Dès qu'on met 10 millions quelque part, 50 millions quelque part en France, ça y est, on dit on va devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle. C'est parmi les conneries gigantesques qui ont été dites à Paris quand on a débloqué je sais plus combien de dizaines de millions pour faire un centre sur l'IA. Bon, Apple, ils ont 280 milliards en cash, calme-toi, c'est pas le même budget. Cependant, donc, sur l'éducation, Apple veut se positionner. C'est un marché à plusieurs trillions de dollars, donc plusieurs milliers de millions de dollars, c'est les dépenses éducatives mondiales, et c'est un marché, les gens sont prêts à payer pour ça. L'éducation, au passage, rappelons-le, hein, n'est gratuite nulle part, ça n'existe pas la gratuité en économie. Si c'est gratuit, c'est que quelqu'un d'autre a payé. Ça n'est pas absolument fou de dire que l'éducation pourrait être dans le forfait fiscal, parce qu'en réalité, chaque citoyen paye des impôts à son pays, et c'est comme un forfait. Vous avez un forfait, quand vous êtes français, vous avez un forfait de services que l'État vous garantit, de services publics. Ça peut être les transports en commun, ça peut être au Luxembourg, les transports en commun sont gratuits parce qu'ils sont inclus dans le forfait fiscal, parce que le Luxembourg a un PIB par habitant complètement délirant, du fait que ses impôts y sont très bas et qu'il peut attirer autant de capitaux étrangers. Du coup, bien sûr, le Luxembourg a mis la gratuité des transports en commun dans son forfait fiscal. Que l'éducation soit dans le forfait fiscal, ça semble quelque chose d'assez honnête. Quand on voit la situation de la dette étudiante aux États-Unis, on se dit qu'effectivement, payer 40 000 $ pour une année de fac, surtout quand on n'est pas sûr d'avoir un job à la fin, c'est devenu vraiment le sujet, eh bien, ça peut poser des problèmes économiques graves, et on sait que la dette étudiante qui s'est accumulée aux États-Unis, c'est une des prochaines bombes à retardement sur le plan financier. Donc le mal est probablement même déjà fait. Cependant, un autre point de vue est que les leçons de la vie peuvent coûter beaucoup plus cher que 40 000 $, et des choses qu'on devraient apprendre, qui peuvent valoir d'éviter une branlée à 40 ou 400 ou 1 million, eh bien, valent la peine qu'on y mette le prix, et que quand les gens ne sont pas prêts à payer pour leur éducation, en général, ils ne sont pas prêts à apprendre non plus, et c'est l'argument opposé dans le spectre sur l'idée d'inclure ou pas l'éducation supérieure dans le forfait fiscal. Sur ce point, le jury débat toujours à l'échelle mondiale sur les conséquences d'inclure l'éducation dans le forfait fiscal ou pas.
c'est la position qu'a pris la France, avec les conséquences que l'on sait sur le plan du mépris qui existe dans le monde universitaire français pour les startups, du mépris qui existe dans le monde universitaire français pour l'entrepreneuriat. C'est même un mépris absolument pathologique qui détruit des richesses et des emplois en France à une échelle absolument phénoménale, qui ne laisse pas de m'écœurer jour après jour. Je suis très bien placé pour le savoir, et le nombre d'inventions, de découvertes majeures, fondamentales qui ont été faites en France, comme le pompage optique, Alfred Kessler, prix Nobel en 67, comme les technologies de cristaux liquides, découvertes par l'ami Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel en 91, comme la magnétorésistance géante, découverte par Albert Fert, prix Nobel en 2007, et dont aucune n'a donné d'emploi en France. La France n'exporte pas de lasers fabriqués par le processus du pompage optique, la France n'exporte pas d'écran plat ou de système de cristaux liquides, elle n'en a pas exporté dans son histoire, et la France n'exporte pas de disques durs SSD qui servent à tous les téléphones mobiles, à tous les PC aujourd'hui, et dont le support principal est la découverte de la magnétorésistance géante par Albert Fert. Donc, d'un côté, le fait d'inclure l'éducation dans le forfait fiscal en France a eu la conséquence négative dans le cas français, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des pays qui ont une atmosphère start-up sur leur campus et dans lesquels l'éducation est majoritairement incluse dans le forfait fiscal, je pense à la Suisse, qui sont parvenus, donc je ne dirais pas que c'est uniquement à cause de ça que la France est totalement incapable de transformer sa recherche en emploi sur le terrain. Mais cependant, oui, si la recherche c'est la capacité à transformer de l'argent en connaissance, c'est vital. Le développement, c'est la capacité à transformer de la connaissance en argent. La recherche est très bonne en France, le R, la France est très bonne dedans, mais le D, la France est catastrophique. Et c'est quelque chose qui a des conséquences majeures. Donc, imaginons, maintenant, Apple est rentré dans le monde de l'éducation. Alors, il y est déjà rentré, donc j'insiste, avec Apple Arcade et avec d'autres positionnements stratégiques qui sont toujours discrets. C'est à la chinoise, Apple. C'est un positionnement qui, autant que faire se peut, va être discret, mais une fois que le point de non-retour est atteint, alors là ça va être en fanfare, ça va être majeur, ça va être de la grosse keynote, ça va être des achats, etc. Pour l'instant, Apple s'est positionné lentement dans le secteur de l'éducation, et Apple Arcade est un de ses premiers points d'attaque là-dessus. Donc le secteur de l'éducation qui inclut, un jour, Apple remettra l'équivalent de diplôme, un jour les gens se formeront par Apple à des disciplines fondamentales. Je veux dire, on pourra même envisager dans 30 ou 40 ans un prix Nobel qui aura fait ses études chez Apple. C'est quelque chose de très sérieusement envisageable. Parce que c'est un des marchés d'avenir pour Apple, la formation, l'éducation en général. Bon. Donc l'éducation. Ensuite, il y a bien entendu la finance, la banque. Apple y est rentré. Alors, on pourrait dire en fanfare, puisqu'ils ont déjà dégainé une carte, l'Apple Card, donc en titane. Ils ont tout compris, les mecs. Quand vous comparez ce que fait Apple, vous comparez les services que vous proposent vos banques, vous comprenez, alors aujourd'hui en Europe on n'a pas accès à l'Apple Card, mais vous comprenez qu'ils ont tout compris. Les gens veulent une carte qui indique un statut. Quand vous avez une banque qui vous bride, qui vous dit non, je vous laisse une petite Visa Electron à la con, etc., vous vous sentez insulté par votre banque. Quand vous avez une banque qui vous infantilise, comme bon, malheureusement certaines banques françaises en ce moment, vous demandent dans quoi vous allez dépenser votre argent, vous demandent pour relever le seuil d'une carte, oui mais alors c'est quel achat que vous allez faire, expliquez-moi, etc. Bon, tout ça, Apple a parfaitement compris que ça agaçait considérablement les usagers des banques, et les clients des banques, employons le mot qu'il faut, a parfaitement compris aussi que vous avez des banques qui ne savent pas pour qui elles travaillent. Moi, combien de fois je l'ai vu, ça. Vous avez des conseillers financiers ou des agents de banque qui vous disent « Non, mais nous on a des règles, c'est comme ça ». Et vous leur demandez « Mais vous préférez avoir quoi, des règles ou des clients ?» Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même savoir à quoi servent vos règles. Est-ce qu'elles servent à vos clients ou est-ce qu'elles se servent elles-mêmes ? Une entreprise ne peut pas vivre qu'avec des règles, on peut être très clair là-dessus. Une entreprise, elle a besoin de clients. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui ne comprennent absolument pas que c'est leurs clients qu'elles servent. Et c'est marqué dans leur tête, quoi. C'est vraiment un problème psychologique à l'idée d'accepter que c'est le client que vous servez. Apple sait qui il sert, au contraire, et cette idée de faire un service bancaire à très haut niveau, avec un effet de satisfaction majeur, du cashback, etc., eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd sur les marchés financiers, et Apple est une banque. De toute façon, quand vous avez 280 millions en liquide, vous êtes une banque. Aujourd'hui, les banques européennes sont surendettées, elles n'ont plus de cash. Elles n'ont plus du tout de cash, elles ne savent pas où chercher le cash, et ça explique les mesures qui ont été prises, les taux d'intérêt négatifs, etc. Apple a beaucoup plus de cash, et la situation financière d'Apple est meilleure
que toutes les banques européennes réunies. J'insiste, c'est pas une expression. Si vous mettez la Deutsche, la Commerzbank, Unicredit, etc., toutes les banques italiennes majeures, toutes les banques allemandes majeures, etc., vous prenez toutes les banques européennes majeures, les espagnoles, etc., vous avez une situation financière consolidée, meilleure chez Apple. Ce qui est évidemment un problème. Alors les gens se sont dit au départ, Apple, c'est pas leur métier de faire de la banque, oui, mais quand vous avez 280 milliards en cash, bah, ça va devenir votre métier assez rapidement. Donc la finance, ce qui signifie qu'Apple accordera des crédits, voire des crédits fonciers, on pourrait dire voilà, ma maison, je l'ai achetée avec Apple. C'est quelque chose d'envisageable. Samsung a déjà des filiales qui font ce genre de service en Corée. Donc tous les services d'une banque en réalité, y compris crédit étudiant, si vous êtes déjà dans l'éducation, bien sûr, la possibilité de faire des crédits étudiants va pouvoir être envisageable. Donc ça c'est le deuxième marché d'Apple. Premier marché, enfin je ne les mets pas dans l'ordre évidemment, mais éducation, finance. Troisième marché, la mobilité. La mobilité. Beaucoup plus que la voiture. La voiture, non. Quand vous êtes dans la Silicon Valley, c'est pas l'objet que vous vendez, c'est son usage. Et c'est pour ça que Salesforce, par exemple, la société Salesforce, avait une campagne de pub où il mettait un personnage avec marqué software barré. Vous aviez une sorte d'homme sandwich, un mec déguisé en peluche, un grand panneau software barré. Salesforce, donc eux ils vendent des systèmes de gestion client, et ils disent en fait on vend pas du logiciel, même si on fait du logiciel, on n'en vend pas parce que nous ce qu'on vend c'est le service rendu par le logiciel. Si demain il y avait la fée Clochette qui pouvait rendre le même service avec une baguette magique, on se sentirait concerné et on se sentirait en concurrence avec elle. Parce que le software, le client il s'en fout. Lui, il s'en fout de savoir que c'est une machine qui l'a faite, ou que c'est un petit lutin qui pédale dans une photocopieuse, ou que c'est la fée Clochette avec sa baguette magique. Le client, ce qu'il veut, c'est le service final. Et ça, c'est une mentalité très américaine qu'on n'a absolument pas en France. L'idée que c'est pas le moyen qu'on vend, mais la fin, l'usage, si vous voulez. Et bien, dans la Silicon Valley, cette idée est très très marquée, et Apple est parfaitement conscient de ce que, en réalité, on s'en fout de la voiture, c'est l'usage de la voiture qu'on veut. Et ça inclut même la propriété, ça inclut le succès du leasing, ça inclut le fait que personne ne veut d'une voiture. On veut l'utilisation de la voiture, la capacité à se déplacer sur de longues distances sans attendre une heure précise, quand on veut, en allant à la destination qu'on veut, sans avoir besoin d'une gare à l'endroit où on veut arriver. Et c'est ça, l'usage de la mobilité. Le reste, bon, que cette voiture elle se pilote toute seule ou pas, qu'on pourrait avoir bien sûr un plaisir à conduire, je reprends ce qu'avait dit Françoise Bonnardel que j'aime beaucoup, le plaisir de conduire, bah oui très bien, vous voulez prendre le volant, c'est parti, on reprend le volant, et d'ailleurs une Tesla en l'occurrence, puisque c'est là que je voulais en venir, c'est super agréable à conduire, c'est une bagnole qui est une vraie fusée, mais en même temps ils investissent comme des malades sur la conduite autonome. Donc c'est la mobilité qu'on recherche, beaucoup moins que l'objet de la mobilité ou le moyen de la mobilité qui pour l'instant est la voiture, peut changer demain avec les drones passagers, etc. Apple investit majoritairement sur la mobilité, même si ils se sont pris une veste. C'est un des marchés sur lesquels ils ont le moins réussi, parce qu'ils n'ont pas réussi à racheter Tesla. Et plus ça continue, moins Apple arrivera à racheter Tesla. D'abord parce que Tesla n'est pas à vendre, ça commence par là, Elon Musk n'a aucune intention de revendre Tesla pour l'instant. Apple a essayé de créer sa propre voiture autour des années 2010. Ils avaient embauché, selon Bloomberg, des milliers, littéralement des milliers d'ingénieurs automobiles, et puis ils ont abandonné le projet. Ça s'appelait le projet Titan, donc ce qu'on a appelé une Apple Car, quoi, tout simplement. Et pour l'instant, Apple a abandonné l'idée. Alors est-ce qu'ils essaieront de se redéployer là-dessus dans 10 ans, à la faveur du drone passager, à la faveur d'autres options de mobilité? Quoi qu'il en soit, la mobilité, qui est aussi un marché à plusieurs trillions, donc plusieurs milliers de milliards, et quelque chose qui intéresse profondément Apple. Et vous avez donc compris la logique. Quand on s'intéresse donc au futur marché d'Apple, ça ne peut être que des marchés qui pèsent des trillions. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, Apple ne peut s'intéresser maintenant qu'à des marchés qui pèsent des trillions. Alors l'éducation, ça pèse plusieurs trillions, la finance, sans commentaire, la banque et la finance, et la mobilité aussi. Quels autres marchés pèsent plusieurs trillions? Vous avez la santé. Apple s'intéresse énormément à la santé, ça va avec le marché en réalité de la banque et de la finance, puisque vous avez les assurances, et en France on est des grands spécialistes de la banque assurance. Et bien dans le monde entier on sait que l'assurance et la banque sont des choses qui vont assez ensemble, et en conséquence de quoi Apple est rentré dans le marché de la santé avec l'Apple Watch.
L'Apple Watch, alors c'est assez incroyable de voir que pendant très longtemps, des analystes qui encore une fois avaient des manuels des années 70 dans la tête disaient que c'était un échec. L'Apple Watch n'est pas du tout un échec, c'est un considérable succès. Apple exporte plus de montres que toute la Suisse. Ils ont commencé en exportant plus de montres que Rolex, qui est la marque de montres qui vendait le plus, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une marque de luxe, mais en fait ils font des volumes de dingue, c'est un peu comme Louis Vuitton, en fait, marque de luxe mais volume de dingue, et maintenant ils vendent plus que toute la Confédération helvétique, et en fait ils sont même en passe de vendre 2 fois plus que toute la Confédération helvétique ne vend de montres. Ça ne veut pas dire que l'horlogerie va s'effondrer en Suisse, ils se protègent par le haut de gamme, c'est ce qu'on appelle la fuite vers le haut de gamme, cette capacité à sortir des montres à 350 000 balles, dont la Suisse a le secret, et qui fait que pour encore longtemps, bien entendu, les montres suisses se vendront. Mais Apple vend plus de montres que la Suisse, d'une part, et une autre marque de son succès, c'est que même un ancien voleur, j'ai oublié son nom, mais c'est un ancien voleur qui est consultant aujourd'hui, qui décrypte des scènes de vol. C'est un Américain, et il expliquait dans une vidéo que évidemment c'est toujours mieux de voler du cash, parce que cash is king, et parce que c'est plus facile d'écouler du cash qu'un tableau de maître, etc. Et il disait, par exemple, si je dois voler des trucs en ce moment qui sont pas du cash, je volerais des Apple Watch. Parce que les Apple Watch, je sais que demain je peux m'en débarrasser, demain j'ai un repreneur tout de suite. Et ça c'est marquant, quand vous avez un bien manufacturé qui devient aussi liquide que le cash, c'est la marque d'une demande absolument majeure sur le produit. Et c'est évidemment une marque de succès sur le plan managérial et commercial. Donc les Apple Watch sont un faramineux succès sur le plan commercial. Alors, avec ça, évidemment, Apple gagne de l'argent sur le hardware, mais est en train de collecter de plus en plus de données, avec toujours la politique, alors je vais pas dire la meilleure, même si je penserais vraiment que c'est la meilleure pour l'instant, parce que Apple a pris des positions quand le FBI a tenté des séquestres sur ces données, qui étaient très courageuses et que jamais Facebook ou Google n'auraient prises. Ça c'est très très clair. Quand le FBI a demandé à Apple d'installer des backdoors sur tous ses iPhones, Apple a refusé, a porté ça en justice, s'est serré d'une façon majeure. Google et Facebook auraient immédiatement ouvert les données avant même que ça se sache, tous les accès étaient donnés, ça c'est certain. Donc Apple continue à avoir la moins mauvaise politique en protection des... Je parle même pas de Microsoft, en passage. Si vous êtes sous Windows, si demain la NSA dit « je veux avoir les données de cet ordinateur qui est votre ordinateur chez vous en France », vous êtes médecin, etc., vous êtes avocat, vous êtes sous Windows, si demain la NSA dit « je veux ce qu'il y a sur cet ordinateur parce que cet avocat il s'occupe d'une affaire commerciale qui m'intéresse », évidemment que la totalité de vos dossiers sont accessibles. Ne croyez pas autrement, c'est absolument certain. C'est la raison pour laquelle même la gendarmerie en France a déployé Ubuntu, une version d'Ubuntu pour la gendarmerie. C'est la raison pour laquelle la Chine a développé différentes versions d'Ubuntu, comme Ubuntu Kirin, et a développé des systèmes propriétaires, bien sûr, parce qu'ils savent qu'un ordinateur sous Windows, bien évidemment, si jamais il contient des données sensibles, c'est open bar, accès immédiat pour les services de renseignement américains, c'est comme ça. C'est la guerre économique mondiale, c'est comme ça. Mais même que si c'est un Windows diplomatique ou d'un avocat ou d'un médecin, etc. Bon. Apple continue à avoir la moins mauvaise politique sur les données aujourd'hui, y compris les données médicales. Cependant, l'accès qu'ils ont à des données... Aujourd'hui, Apple... Alors, ça me fait marrer parce que si vous allez sur le compte Twitter du CNRS, par exemple, il marque « On est le premier producteur de connaissances au monde ». Alors c'est totalement faux, mais vraiment totalement faux. Il ne peut pas faire un plus gros mensonge que ça. Le CNRS n'est absolument pas le premier producteur de connaissances au monde. Face aux données, vous savez, même pour le CNRS, c'est la sacro-sainte donnée qui est la plus importante en matière de recherche scientifique, même si ça pourrait se débattre et que les idées, les concepts et les nouvelles théories sont au XXIe siècle encore plus importantes. Mais la sacro-sainte donnée par laquelle ils ne jurent, ils ne font que jurer, eh bien, les GAFAM en manipulent infiniment plus. Les GAFAM manipulent beaucoup plus de données en une demi-journée que le CNRS en 10 ans. C'est même pas comparable. Donc, c'est assez cocasse de voir ça, qu'il y a encore des gens qui croient que Apple ne fait pas de recherche, par exemple, que Google ne fait pas de recherche, que Microsoft ne fait pas de recherche. Bon, ces organisations font beaucoup plus de recherche, simplement... Elle est privée, elle est secrète, elle n'est pas publiée, sauf quand ils ne peuvent pas faire autrement, sauf quand ils veulent la mettre open source pour stimuler l'émulation intellectuelle sur le sujet, ce qui peut être une stratégie. Apple dispose de données médicales à très 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 grande échelle,
de sorte qu'elle est en position, et elle le fait déjà, de faire de la recherche médicale. Apple fait de la recherche médicale, mais pas que. Apple fait de la recherche en intelligence artificielle. Contrairement à Facebook, il ne le publie pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas un Yann Lequin qui est professeur au Collège de France alors qu'il bosse chez Facebook. Apple, il n'y a pas cet équivalent-là, parce que la recherche est beaucoup plus secrète chez eux, c'est leur politique, mais l'état de l'art en matière d'IA chez Apple est bien entendu infiniment meilleur que l'état de l'art cumulé du CNRS et de l'INRIA, et c'est quelque chose que les chercheurs français doivent accepter, et pas que les Français, les Allemands, les Britanniques, et même en réalité les Américains. Parce que, vu les données que ces gens manipulent, et vu les budgets qu'ils ont dans leur recherche, ils sont devenus une force de frappe absolument majeure. Le budget du CNRS, c'est quoi? C'est 6,5 milliards par an, un truc comme ça. Bon, bah, le budget d'Apple, on doit être sur une intensité R&D de l'ordre de 20 milliards. Donc, quand vous avez plus de 3 fois le budget du CNRS chaque année, et puis beaucoup plus de données, bah oui, évidemment, de façon assez logique, vous allez faire plus de recherches sur des secteurs beaucoup plus concentrés, mais plus de recherches néanmoins. Donc, dans ces 4 marchés qu'on a vus, éducation, finance, mobilité, santé. Le 5e, c'est la construction. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Apple est déjà rentré dans ce marché en construisant son énorme campus à 5 milliards. 5 milliards de dollars pour un campus, c'est quand même du gros dossier. Samsung, le premier concurrent d'Apple, est déjà dans la construction aujourd'hui, puisque Samsung a été un des principaux contractants de la Burj Khalifa à Dubaï, la plus haute tour du monde, et c'est le savoir-faire de Samsung Heavy, donc une division industrielle de Samsung, qui a permis d'élever cette tour gigantesque. Sans le savoir-faire de Samsung, ce n'était pas possible. Et bien Apple se dit qu'il est tout à fait en position de faire au moins aussi bien que Samsung pour construire des campus, pour construire des bâtiments monumentaux, ça pourrait être des grandes résidences, ça pourrait être des quartiers entiers, des éco-quartiers. Apple peut considérer très sérieusement, après la mobilité, vous savez, c'est entourer la vie humaine en réalité, avec tout le côté flippant que ça peut revêtir. Mais une fois que vous avez envisagé donc l'aspect éducation, l'aspect financier, l'aspect mobilité, l'aspect santé, bah, avec l'aspect santé, vous avez la nutrition aussi, puisque de plus en plus la santé et la nutrition, le nouveau business model même pour les sociétés pharmaceutiques, ça va plus être de sortir des médicaments qui coûtent une fortune, mais ça va être de vous abonner, comme un compte Netflix, à des nutraceutiques dont on sait statistiquement qu'ils réduisent la probabilité de développer telle ou telle maladie, et vous aurez un abonnement de petits paniers de nutraceutiques à 9 balles, ou enfin, comme pour Netflix, où vous auriez un abonnement premium, un abonnement junior, machin chouette, où vous recevriez un petit panier de nutraceutiques tous les jours ou toutes les semaines. C'est un peu ce qu'avait tenté Danone avec Actimel, hein. C'était une première tentative de ça, mais là on imaginerait ça de façon beaucoup plus suivie et avec beaucoup plus grande diversité de nutraceutiques, et ça c'est l'avenir pour les compagnies pharmaceutiques. Il y a beaucoup plus d'argent en réalité à se faire, à garantir, à prendre un abonnement sur les personnes saines, que à essayer de faire en sorte que les personnes soient malades pour les soigner ensuite, enfin, en quelque sorte. L'abonnement sur les personnes saines paiera mieux, et c'est un pivot que les compagnies pharmaceutiques ne sont pas encore prêtes à prendre, mais que leurs concurrents sont largement prêts à prendre. Donc si Apple demain se lance dans les frigos intelligents, etc., vous comprenez bien comment de la montre au frigo, on aura le pouls, le taux de glucose, etc. Et rapidement on pourra se préoccuper de la santé d'une façon plus intégrative, mais peut-être aussi plus invasive, c'est certain. Donc, santé, construction pour terminer, le modus vivendi, la façon dont les gens vivent, c'était un doux rêve porté d'ailleurs justement en France par la société Vivendi. Le terme était fait pour montrer cette consolidation entre d'une part la Lyonnaise des Eaux, donc une société qui épurait de l'eau et qui la distribuait surtout, et c'était là qu'elle se faisait de l'argent, et du divertissement, etc. Vivendi prenait son nom de l'idée de couvrir le modus vivendi des humains. Bien sûr, elle n'est pas en position d'y parvenir de près ou de loin, le futur à cette échelle se décide en Californie, mais de plus en plus, Apple pourrait s'intéresser à construire des stades, des écoquartiers, des gares, des aéroports, pourquoi pas. Avoir une présence macroscopique, en tout cas une présence même monumentale, c'est ça le sujet. Apple a déjà construit un monument qui, si on devait comparer d'ailleurs
vous savez, moi j'aime beaucoup jouer à Civilization. Dans Civilization, vous avez les merveilles, parce que parmi les élèves de Sid Meier, l'auteur de Civilization, vous avez eu des gens qui ont fait Age of Empires, dans lesquels aussi construire des merveilles vous permet de gagner la partie. Et dans Civilization, bah, ils ont mis à jour les merveilles. Par exemple, vous pouvez construire le stade de Maracana au Brésil, qui a été pendant longtemps un des plus grands stades au monde. Bah, c'est pas une merveille de l'Antiquité, c'est pas la pyramide de Khéops, c'est pas le mausolée d'Halicarnasse, c'est pas les jardins suspendus de Babylone ou le temple d'Artémis, mais c'est considérable, comme, vu l'attention que ça attire, vu l'impact culturel que ça offre, c'est considérable tout à fait comme une merveille contemporaine. Eh bien, le nouveau siège d'Apple, c'est considérable aussi comme une merveille contemporaine, et il n'est pas impossible que si Civilization persiste comme série de jeux vidéo et qu'on a un Civilization 15 ou 16 en réalité virtuelle ou que sais-je, vous ayez demain ou après-demain la possibilité de construire comme merveille le siège d'Apple. Parce que c'est un bâtiment qui fascine dans la Silicon Valley, et pas que, à l'international aussi, qui donne un impact culturel majeur. Amazon aussi a un siège à Seattle qui est une grande serre. Ils ont des bureaux qui sont organisés dans une gigantesque serre. C'est assez magnifique, c'est un décodome qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'Eden Project de Cornouailles, qui est une des plus grandes serres au monde. Et cette idée, cette capacité à fasciner et à attirer les talents dans un lieu de travail inspirant, eh bien, Apple est parfaitement conscient de la maîtriser et de pouvoir construire demain des bâtiments qui vont fasciner les foules, au moins autant que la Burj Khalifa. Et ça, c'est donc le 5e marché auquel s'intéresse Apple. Je peux faire quelques mentions honorables, bien sûr, pour l'aérospatial. Apple s'intéresse à l'aérospatial de plus en plus pour sa capacité notamment à contrôler la distribution d'Internet. Apple n'est pas du tout satisfait de ses opérateurs téléphoniques, 4G, etc. et aimerait contrôler lui-même la distribution Internet pour pouvoir garantir un service différent. Ça nécessiterait la capacité de lancer beaucoup de satellites à bas coût, et ça c'est la spécialité bien sûr d'Elon Musk avec SpaceX. On voit encore d'ailleurs pour conclure que c'est encore Elon Musk qui se trouve sur le chemin d'Apple, et c'est pour ça que j'ai très souvent dit qu'une des options pour Elon Musk serait d'essayer de proposer à Apple un deal par lequel il vendrait Tesla et il arriverait à la tête d'Apple. Pour l'instant, les actionnaires d'Apple sont pas du tout prêts, hein. Un type qui fume des gros joints, même si c'est légal, à la radio et qui balance des tweets toutes les 5 minutes, ça ferait complètement flipper les actionnaires d'Apple et ils seraient totalement contre cette idée. Bien sûr, Tim Cook ne rajeunit pas et sa succession n'est pas garantie. On avait pensé pendant longtemps que ce serait Johnny Ive qui prendrait sa succession, donc qui était à l'époque le chef du design chez Apple. Johnny Ive a quitté Apple de la façon la plus discrète et clean qui soit, mais le fait qu'il ait quitté Apple a à voir avec le fait qu'il ait parfaitement compris qu'on l'avait nommé Chief Design Officer pour bien lui faire comprendre qu'il ne monterait jamais plus haut. Et donc il se peut que la succession de Tim Cook aille à quelqu'un qui soit pas aussi créatif que lui ou que Steve Jobs. Beaucoup de gens, à commencer par Gunther Pauli bien sûr, recommande que Elon Musk prenne le contrôle d'Apple. Je fais partie aussi des gens qui sont tout à fait d'accord avec cette idée. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages à Elon Musk qui vieillit lui aussi, qui devient de plus en plus sage et calme, à prendre le contrôle d'Apple, en gardant peut-être SpaceX à côté pour ses grands projets. Il est tout à fait clair que si Elon Musk avait à sa disposition l'artillerie lourde d'Apple, ces projets pourraient se réaliser beaucoup plus vite et que Apple, après tout, pourrait claquer dans ses doigts demain pour lancer une mission sur Mars. Ça serait pas quelque chose de difficile pour eux. C'est pour leurs actionnaires que ça serait pas cool, parce qu'évidemment, ils se diraient qu'ils claquent le cash pour rien. Mais des dizaines de milliards pour tenter une expédition sur Mars, c'est quelque chose qu'Apple pourrait réaliser dans la décennie qui vient, si il le souhaitait, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc voilà pour la mention honorable, l'aérospatiale, qui reste un sujet à long terme. C'est même pour ça aussi que le campus d'Apple, on l'a appelé le spaceship, le vaisseau spatial. Donc pour résumer, quand vous êtes une boîte aussi majeure, aussi lourde qu'Apple, qui pèse 1,5 milliard en bourse, 1000 milliards en bourse, enfin 1500 milliards en bourse, et qui a plus de 280 milliards, probablement 300 en réalité, c'est-à-dire ça augmente le long de cette vidéo, mais en réalité mes chiffres sont tellement dépassés déjà qu'on est sans doute beaucoup plus proche de 300 que de 280.
Quand vous avez tout ça en cash, vous ne pouvez vous intéresser qu'à des marchés qui pèsent des milliards, à des milliers de milliards, pardon. Apple, c'est plus la giga-économie, c'est la terra-économie. Et dans la terra-économie, les marchés qui intéressent le plus Apple sont bien entendu donc l'éducation, la finance, la mobilité, l'éducation et la construction. Parmi les autres mentions honorables aussi, j'avais oublié les déchets. C'est un des plus grands sujets aujourd'hui. Apple a annoncé qu'il n'extrairait plus rien de la Terre d'ici moins de 10 ans. Pas parce que c'est bien, mais parce que c'est rentable. C'est la meilleure façon de travailler. Si vous voulez de l'or, maintenant, il faut aller le chercher dans les décharges électroniques. C'est beaucoup plus intelligent. Et de même que Tesla a les meilleurs systèmes de recyclage lithium au monde et qu'à chaque fois qu'on cite les problématiques de recyclage des batteries, les chiffres sont profondément malhonnêtes parce qu'on sort les chiffres de recyclage, non pas des batteries de qualité Tesla qui ont les meilleures qualités au monde, mais les batteries standards, les AAA alcalines, etc., qui sont les AA pardon alcalines, qui sont pas du tout au même standard de production et de recyclabilité que les batteries Tesla, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc le déchet, en plus de l'aérospatial, ça pourrait effectivement avec la construction, ça viendrait naturellement avec la construction, être un des prochains marchés pour Apple.